Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du problème des écoles à programme français. L'énorme problème des écoles à programme français en Afrique, c'est qu'elles appliquent bêtement et méchamment les programmes français en Afrique, en ne tenant pas compte des disparités locales. Alors que, par exemple, en histoire-géographie, il y aurait quelque chose à faire. Par exemple, rajouter 1 heure de plus au volume horaire pour les classes de non-examen, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e, seconde. Ce serait 4 heures par semaine donc, et 7 heures en plus, ça ferait 12 heures en plus par trimestre, que tu diviserais 4 heures pour faire de l'histoire africaine, 4 heures pour faire la géographie africaine, et 4 heures pour l'éducation civique, avec la connaissance du pays, de ses institutions et tout ça. Et ça permettrait déjà aux locaux d'avoir une connaissance de leur histoire locale. Parce que normalement, un Africain qui fait que les programmes français de la maternelle jusqu'au lycée ne verra jamais, par exemple, les empires africains médiévaux. Ouais, c'est bien, hein. Il ne verrait jamais les institutions de son pays, il ne verrait jamais la géographie de son pays, à part quelques études de cas faites vite fait, parce que la géographie au collège-lycée, c'est de l'étude de cas, de concept. En rajoutant 1 heure, c'est pas compliqué, tu rajoutes 1 heure, ça fait que tu peux rajouter un chapitre d'histoire par trimestre. Ça permettrait par exemple en 6e de voir le développement de l'industrie métallurgique en Afrique, qui a une importance très importante à la sortie de la préhistoire, l'Égypte pharaonique, l'Afrique romaine, Carthage, en 5e un peu toute l'Afrique médiévale avec tous ces grands empires, en 4e l'Afrique précoloniale, l'esclavage, en seconde tu décalerais, avec la seconde tu pourrais parler de toute une étude, colonisation, décolonisation, guerre, première, deuxième guerre, guerre froide, mais avec les impacts que ça a pour l'Afrique. En géographie, comme je dirais, 4 ans, bon, t'as un peu les 4 domaines, quoi. Géographie physique, géographie humaine, politique et économique dans une 3e année du continent, et pourquoi pas en seconde une étude locale, une étude du pays, ou une étude de la région, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, voilà. En mettant ça, ça permettrait déjà d'africaniser un petit peu plus le truc, parce que, comme je l'ai dit, c'est le programme qui sont faits par les élites, les fils de ministres, les fils de fonctionnaires, enfin, ceux qui ont le pouvoir décisionnel en Afrique, mettent leurs enfants dans des programmes où ils ne voient que des trucs de blanc. On leur montre pas les trucs africains. En français, ça pourrait passer par la lecture d'auteurs africains. On a une littérature en Afrique qu'il faudrait qu'on mette en avant. Tu vois, par ces petites adaptations-là, africaniser certains exemples en mathématiques, voilà, par tous ces petits gestes, ça permettrait d'africaniser un petit peu le truc et que ça fasse moins le programme de l'étranger. Parce que c'est ça le problème, on a des gamins qui aujourd'hui, depuis la maternelle, font des programmes français, ils ont étudié toute la scolarité dans le système français. Je m'étais amusé à faire le calcul, quasiment la moitié des présidents africains et la moitié des gouvernements en Afrique, les gars, ont été formés en Occident ou dans des programmes occidentaux. C'est chaud quand même quand tu veux arriver à faire un truc local. Hein. Après les mecs, comment tu veux qu'ils se connectent aux réalités locales du pays? Et donc ça passe par l'école, quoi. De toute façon, l'impérialisme commence par l'école, même par l'assiette, comme disait Thomas Sankara. Voilà, regardez ce qu'ils mangent dès le plus jeune âge, ils mangent des trucs de yovo. C'est moche. Alors, sujet fait de gueule, on va parler de la contre-offensive ukrainienne. Donc voilà, bon, la guerre Russie-Ukraine, pour résumer mon point de vue dessus, pour moi c'est une guerre d'impérialisme, l'impérialisme russe et l'impérialisme américain qui se confrontent sur un terrain, l'Ukraine, qui a toujours été important pour les Russes parce que c'est un petit peu la maison mère, c'est de là qu'est née la Russie. Et puis bon, il y a toujours des conflits, il faut savoir, voilà. Il y a toujours eu, savoir, la Russie a toujours été un caillou dans la chaussure des Américains depuis 1945, qui ne peuvent pas concevoir que la Russie soit forte. De plus, l'Occident et l'Orient en Europe ont toujours eu des conflits, hein. Les deux sont des peuples chrétiens, mais n'ont pas la même pratique de la chrétienté, orthodoxe, catholique, voilà. Il y a toujours eu ces rivalités. C'est très bien, tous les écrits qu'on fait sur les Russes à l'époque moderne, vous verrez très bien, vous saisirez bien tous les enjeux. De plus, le peuple russe, c'est quelque chose qui a toujours été... Voilà, ça a toujours été un peuple qui a toujours posé débat en Europe. Quand même, les mecs qui ont fait plier Napoléon, quoi.
ce que le Saint-Empire germanique, que les Espagnols, voilà, ils sont pas arrivés. C'est eux qui ont damé les coups de pierre à ton Adolphe. Voilà. Et donc voilà, l'OTAN a trouvé le moyen de faire la guerre par procuration. Et donc on a cette contre-offensive qui est très dangereuse. Pour la simple et bonne raison que si ça ne marche pas, ce qui est en train d'arriver, bah, l'Occident passe vraiment pour des cons. Parce que tu donnes tout ton matos à un mec. Bon, après tu peux critiquer la qualité du matos, mais bon, quand même, hein. Putain, t'injectes des milliards dans un truc et on n'est pas capable de faire payer la Russie. Nous, l'Occident, passe réellement pour des cons, des interventionnistes, des empêcheurs de tourner en rond, et on va largement le payer au niveau de notre diplomatie. Parce que les gens vont dire, vous nous vendez l'Occident? Eh putain, vous êtes même pas capable d'aller péter les Roscoff. Là, autant dire que les Chinois, à qui on prévoit de les faire chier pour Taïwan, ils sont morts de rire. Là, les mecs, ils se disent, putain, on va vous baiser. C'est très très dangereux pour notre avenir, très dangereux pour notre place diplomatique, et je pense que le meilleur moyen de régler le problème serait d'avoir une approche pragmatique qui est on laisse les Russes tranquilles, on dissout l'OTAN. L'OTAN ne devrait plus exister aujourd'hui en 2023, on n'est plus sur la guerre froide, sur une force armée supranationale, on a un truc qui s'appelle les casques bleus sous l'égide de l'ONU. Point. Dissout l'OTAN. En échange de la dissolution de l'OTAN, on essaie d'obtenir de la part de Poutine, on obtient de la part de Poutine qu'il libère les régions qu'il a prises. On fait un plan d'une Ukraine pluriethnique et surtout on fait tout pour que cela tienne et qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. On y tient vraiment quoi, on fait pas une politique dégueulasse, on n'essaie pas de jouer les putes. On fait les trucs propres, quoi. On essaie d'être honnête. Parce qu'on n'a pas été honnête avec les Russes, on n'a pas été honnête avec les Ukrainiens. Et évidemment, ben, c'est ce qui a donné les conflits qu'on a actuellement. On n'a pas joué l'honnêteté, on a voulu jouer nos intérêts, on a voulu tirer la couverture pour nous. Le problème, c'est que ben, ça donne des conflits et à la fin, c'est des êtres humains qui meurent, des frères de sang. Donc il faut apprendre à être moins manichéen et plus humain et puis moins impérialiste, parce que l'impérialisme tue et l'impérialisme est un cancer dans nos sociétés. Alors, toujours dans l'analyse de pourquoi j'ai échoué en Afrique, bah pour le moment c'est un échec. Tous les indicateurs indiquent que ça va finir en APN. Donc cet échec est lié aussi à l'environnement. J'ai parlé de l'idéologique, du relationnel, maintenant on va parler de l'environnement. C'est toujours comme ça qu'il se passe quelque chose, il faut toujours étudier les idées derrière, les relations, et après l'environnement, le lieu. Et le problème qu'il y a, c'est que j'ai mal choisi, et il y a un gros problème au Togo, et je pense que ce problème-là se présente aussi un peu partout en Afrique, c'est la relation avec l'homme blanc, la relation entre l'homme blanc et l'homme noir. Il y a un rapport néfaste, j'ai peur de le dire. Soit on est dans de l'idolâtrie, l'homme blanc c'est la solution, le yovo c'est la richesse, le yovo c'est ce qu'il y a de mieux. Et d'un autre côté il y a un rapport de haine. Le yovo nous a colonisés, le yovo est un négrier, voilà. Et je le dis tel quel dans mes relations, c'est très rare que je suis tombé sur des gens qui étaient nuancés là-dessus. Très rare. La majorité que j'ai rencontrée soit détestait le blanc, montrait des signes de détestation, ou soit montrait des signes d'idolâtrie. Et il y en a même certains qui arrivaient à conjuguer les deux. Des fois ma femme, elle tient des propos sur les blancs qui passeraient pour l'idolâtrie, hein. Voilà. Et d'un côté, le rapport de haine. Voilà. Et le problème, c'est que le grand drame de ma vie, c'est que je suis blanc mais noir de l'intérieur, tu vois. Je suis un peu africain à l'intérieur de moi-même. Voilà, j'ai ce côté africain, mais on me rappellera toujours que je suis blanc. De plus, l'autre problème qu'il y a eu, le grand drame, c'est que moi j'ai fait des efforts pour intégrer au Togo. J'ai fait des efforts au niveau de ma nourriture, au niveau de mes vêtements, au niveau de mon comportement. Je me suis ouvert à la culture togolaise. Et le problème, c'est que ça n'a jamais été suffisant. On m'a toujours demandé plus, on m'a toujours, voilà, mis ça dans la gueule. Que j'étais blanc, on me l'a rappelé. Et on me le rappelle tous les jours. L'autre problème avec le Togo,
c'est un manque d'audace sur certains points. Je pense notamment à un secteur médiatique qui, contrairement notamment à la Côte d'Ivoire ou au Cameroun, qui sont des secteurs médiatiques très actifs, hein, même si il est indéniable que le Cameroun a des difficultés, notamment sur la rémunération de ses employés dans les radios. Ça, c'est indéniable. Voilà, un manque d'audace. Le blanc qui veut faire une émission culturelle, bah, pourquoi pas le mettre dedans? Non. Le blanc qui arrive avec des idées, pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi pas tenter la chose? Pas parce qu'il est blanc, mais juste parce qu'il a des idées. Voilà, un manque d'audace. Des problèmes socio-économiques et structurels. Et il est vrai, une certaine forme de superstition latente qui fait que l'environnement n'est pas agréable. On dit, ah oui, non, ne fais pas ça, quoi, ah oui, mais fais pas ça, ah oui, mais autocon, fais pas ça, ah oui, on fait pas ça. À un moment, les mecs, détendez-vous. Quand tu tombes sur des gens subversifs comme ça, c'est un coup à te dégoûter. Vraiment un coup à te dégoûter du pays, un coup à te dégoûter des gens, parce que t'as l'impression, tu t'écoutes, t'as l'impression que, voilà quoi. Si tu écoutes certaines personnes, tu as l'impression que ce pays est rempli de sorciers et que dès que tu vas bouger une aile, pouf, on va te marabouter. À un moment, quand tu vis, parce que malheureusement je vis avec des gens comme ça, ben à un moment ça a joué sur mon amour du pays. C'est vrai que les contraintes administratives n'ont pas aidé non plus. Il est vrai que comment on rémunère les enseignants, l'état du marché du travail aussi n'est pas encourageant, le prix de l'immobilier, le coût de la vie. Tous ces éléments mis bout à bout font que ben, la vie au Togo, bah tu tapes un peu de la gueule. Tu tapes vraiment de la gueule. Après, je peux sembler très critique envers ce pays. Pourquoi je critique le Togo? Parce que de 1, je paye mes impôts, donc j'ai le droit de critiquer. Puis de 2, j'aime ce pays. J'aime ce pays. Je me dis que le Togo a tout. Et c'est ça qui me rend encore plus exigeant et encore plus énervant par rapport à ce pays. On a tout. On a un peuple, pas certaines personnes dans ce peuple qui sont très intelligents. On a les ressources agricoles. On a à peu près sur 56 000 km² tout ce qu'il faut pour l'agriculture, les ressources minières, on a tout. Et ça me fait chier de voir le pays dans cet état-là, parce que putain, je l'aime et j'attends vraiment mieux pour ce pays, quoi. Parce que voilà, j'aime ce pays et j'attends vraiment mieux. En plus, c'est le pays de mes enfants, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime ce pays. Donc ça me fait chier de le voir dans cet état-là. Alors, pour finir ma réflexion sur mon échec de mon projet togolais, enfin je vais pas la finir parce que je vais faire une vidéo d'ouverture. Comme on dit, l'un des plus gros échecs, c'est l'échec professionnel. Je n'en ai déjà pas une vidéo, mais je pense que le travail est important pour un immigré pour s'intégrer dans la société. Pourquoi les immigrés après la Seconde Guerre mondiale se sont intégrés en France? Parce qu'ils ont participé à la reconstruction du pays et à l'essor économique dans une des périodes les plus fastes de l'histoire de l'économie qu'on n'ait pas connue. Voilà. Pourquoi les immigrés aujourd'hui en France n'arrivent pas à s'intégrer? Parce que soit ils n'ont pas de travail, donc ils ne sont pas productifs, et soit ils font des travaux qui ne sont pas considérés ou valorisés. Ça n'aide pas. Donc, parce que pour moi, je pense que le travail, c'est ce qui intègre l'homme. Ça t'intègre dans la société, ça t'intègre dans un projet de société. Et moi, j'ai échoué. Bah, parce que déjà, il y a de ma faute, hein. Je n'ai pas les diplômes pour enseigner l'histoire. Bah si, j'ai une licence d'histoire, j'ai les compétences, mais on n'a jamais voulu me donner ma chance. Soit parce que certaines écoles étaient trop petites et se sont dit un mec avec une licence de France, bah, c'est trop cher, donc on ne va pas l'embaucher. Soit pour d'autres écoles plus internationales, ben non, il n'est pas assez diplômé, on prend au niveau master. Soit parce que je suis arrivé au moment du Covid, soit parce qu'il n'y a pas eu de la place, il y a aussi une question de contexte, il faut arriver au bon moment, hein, à la bonne heure, au bon moment, à la bonne heure. Donc j'ai été CPE, donc ça a été une catastrophe, parce que malgré une bonne rémunération, les conditions de travail étaient catastrophiques. Après j'ai été professeur au CP, ça n'a pas été à cause de ma dyslexie, mais aussi à cause de mon manque de moyens qu'on m'a alloué. Voilà, l'échec de prof de CP, c'est ma faute. Ouais, je suis dyslexique, mes difficultés à l'écrit peuvent être problématiques pour apprendre à des enfants d'écrire. Très bien. Bon,
on met ça sous la table. Mais on avait des tableaux numériques qui auraient pu réduire ma quantité d'écrit à 70% et réellement me concentrer sur mon écrit et donc ne pas trop fatiguer mon bras, mon dos, mes nerfs et ne pas trop solliciter ma dyslexie pour les leçons d'écriture. On aurait pu aussi me donner des indications pour m'aider à préparer mes cours. Comme ça, j'arrivais à être beaucoup plus serein, parce que pour pas bien écrire quand tu n'es pas serein, quand tu es stressé. Ah oui, non, mais voilà, il n'y a pas eu d'accompagnement. Après, on m'a mis surveillant. Ça a été une humiliation, j'ai été foutu sous un escalier. Ça a été l'une des plus grandes humiliations de ma vie. Après, on m'a viré et là, aujourd'hui, je suis chargé des admissions et de la vie étudiante dans une école de commerce. Donc, je suis très loin de mes domaines d'études. Ce qui fait que je suis très loin de mes compétences, de ce qui me rend fort et efficace, ce qui fait que je ne suis pas un bon employé. Et comme je ne suis pas un bon employé, je ne suis pas actif, je ne suis pas productif, ou je ne le suis pas totalement comme je devrais l'être. Et donc, vu que je ne suis pas actif, vu que je ne suis pas productif, vu que je ne suis pas utile à la société, j'ai des difficultés pour m'intégrer. Encore, je casserai des culs professionnellement, j'arriverai à m'intégrer, notamment par l'enseignement. L'enseignement est le meilleur moyen de s'intégrer dans une société parce que tu participes à l'élaboration des têtes blondes, du futur du pays. Ça, c'est une chose que l'on m'a refusée. On m'a refusé. Voilà. À l'époque, j'étais prêt. Je dis bien à l'époque, hein. Maintenant je ne serai plus prêt à travailler dans une école de brousse. Ah non. Donc voilà. C'est ça le truc. Donc ouais, c'est un peu mort pour moi d'un point de vue professionnel et ça joue beaucoup sur mon bien-être parce que vu que je fais pas le travail que j'aime, bah, je suis pas bien, je suis pas dans le mode des bonnes dispositions et va t'intégrer dans le pays dans ces conditions là. Donc voilà. Après, je sais pas de quoi va être fait le futur, mais c'est pas très positif.